Bonjour à tous les participants à cette nouvelle formation sur la levée de fonds d'une SAEI. Cette formation fait partie du module sur la gestion des finances d'une structure d'accompagnement qui fait suite au module 1 sur lancer et gérer une SAEI et au module 2 sur développer la stratégie marketing d'une SAEI. Après avoir identifié vos besoins financiers et avoir mieux compris les différentes sources de financement possibles, nous allons voir ensemble comment lever des fonds. Je me présente, je m'appelle Radia Garrigue, je suis directrice exécutive du bureau Gabon d'une ONG internationale Junior Achievement qui est leader en éducation financière, en employabilité et en entrepreneuriat des jeunes. Nous gérons au Gabon l'incubateur national, un espace dédié aux PME et plusieurs incubateurs sectoriels en province. Avant cela, j'ai partagé ma vie entre le monde lucratif et non lucratif. J'ai dirigé durant 2 années pour le compte du ministère des Affaires étrangères une alliance française aux Émirats arabes unis et avant cela, je gérais la filiale du groupe Hachette Livre en Algérie. Je suis diplômée de l'ESSEC Paris sur une formation sur la levée de fonds en 2017. Je rappelle rapidement ici les objectifs de la formation. Au vu donc des postes de dépenses identifiés au chapitre 1, apprendre à élaborer des prévisionnels financiers, identification des moments clés de la levée de fonds, structurer sa levée de fonds et enfin évaluer son action. La formation dure 35 minutes. Vous avez comme prérequis le chapitre 1 qui est d'identifier les besoins financiers et enfin vous êtes au niveau de devenir un expert opérationnel. Je vous présente le plan de la formation. Nous allons voir ensemble comment définir ses besoins financiers, les moments clés de la levée de fonds, comment écrire sa stratégie de levée de fonds, créer les outils utiles à la levée de fonds et enfin, pour terminer, comment évaluer ses résultats. J'aimerais, avant de commencer cette formation, insister sur un point fondamental qui est celui de la préparation à la levée de fonds. Il est estimé environ, en temps de travail, entre 6 mois et 1 an avant de se lancer dans une levée de fonds. Il y a 3 points clés qui sont préalables à cette levée de fonds. Le premier point, c'est d'avoir fait son analyse stratégique en étant bien objectif. Le deuxième point, c'est d'avoir défini son offre clairement. Et le troisième point, c'est d'avoir référencé ses potentiels donateurs ou partenaires techniques. Il est important pour définir ses besoins financiers de préparer d'abord son budget prévisionnel sur 1 an. Pour une SAEI, il y a 4 volets importants à ne pas négliger. Les coûts de formation ou d'accompagnement, les coûts de promotion et de communication, les coûts liés à tout ce qui est locatif et les coûts de gestion et de fonctionnement. On va commencer par les coûts de formation. Vous avez tous, j'imagine, des mentors, des formateurs, une équipe staff d'accompagnement dédiée. Vous avez sûrement des ouvrages, des manuels ou des outils pédagogiques et également des supports qui permettant l'évaluation de vos programmes. Pour les coûts de promotion et de communication, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, mais vous pouvez avoir des appels à candidature que vous publiez dans la presse, de la promotion par les réseaux sociaux, des conférences de presse que vous organisez parfois pour des lancements ou des moments clés des programmes. Vous avez sûrement où vous devez monter un site internet, financer vos événements et faire un rapport annuel. Pour les coûts locatifs, certains incubateurs ont la chance de ne pas avoir de loyer, mais d'autres en ont. Donc les loyers, les salles de location, tout ce qui est équipement bureautique, informatique, tout ce qui est maintenance, assurance. Et enfin, vous avez les coûts de gestion et de fonctionnement, frais de création si la SAEI n'est pas encore créée, les salaires des équipes, les voyages, les frais de téléphone, d'internet, la restauration et tout ce qui peut intervenir dans votre quotidien de vie d'une SAEI. Maintenant, une fois que vous avez référencé l'ensemble des coûts, vous devez les transférer donc sur un fichier Excel que je vous joindrai donc à cette formation.
Et vous devez comptabiliser déjà sur une année l'ensemble des coûts liés donc à la gestion de votre SAEI. Ce travail est absolument fondamental pour la suite de la levée de fonds. Une fois que vous avez réalisé votre budget prévisionnel sur une année, je vais vous demander de vous projeter sur 3 ans. Ça deviendra ce que l'on appelle en levée de fonds un objectif de collecte de fonds. Ça correspond en réalité à votre besoin en financement sur les 3 années. Ce qui est important également, c'est qu'en face de votre budget prévisionnel sur 3 années ou votre objectif de collecte de fonds, vous devez impérativement, en contrepartie, définir le nombre de bénéficiaires. Un donateur quelconque, que ce soit un bailleur de fonds, une entreprise ou d'autres partenaires techniques qui peuvent vous financer, ont besoin d'une visibilité par rapport à vos objectifs à la fois de collecte, mais aussi vos objectifs à atteindre en nombre de personnes à impacter. L'autre point important dans la définition de ces besoins financiers est d'établir un plan de trésorerie annuel. Ce plan de trésorerie vous permettra de recenser et d'étaler les fonds dans l'année et de mieux comprendre les moments clés de la levée de fonds. Voici ici un modèle sur un mois que vous pouvez utiliser et dupliquer sur les 12 mois. Vous devez donc à la base vérifier votre solde bancaire. Donc on va dire par exemple au 1er octobre. Vous vérifiez votre solde bancaire que vous inscrivez. Vous devez déduire les chèques en instance, donc les chèques émis et non débités. Ensuite, ça vous donne un solde disponible. À cela, vous allez déduire tous vos coûts du mois prévisionnels et ça vous donnera un total de dépenses. Et enfin, votre solde disponible en début du mois suivant. 3 points clés à retenir. Il est indispensable de se préparer à la levée de fonds en ayant fait son analyse stratégique et en ayant défini son modèle économique. Deuxième point clé, la première étape importante est de préparer un budget annuel et pluriannuel en incluant toutes les charges et les revenus prévisionnels. Et en troisième, le second tableau de bord important est le plan de trésorerie qui permet de définir les besoins en financement dans une échelle de temps. Nous passons au chapitre maintenant des moments clés de la levée de fonds. On a toujours besoin de fonds pour mettre en œuvre nos programmes d'accompagnement et de formation. Nous savons tous qu'une SAEI est un centre de coûts, y compris quand vous vendez de la prestation de service aux entrepreneurs. Vous n'équilibrez pas vos comptes, vous n'êtes pas rentable. Mais quand est-ce qu'on doit le faire idéalement? Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Soit on lève des fonds sur de la longue durée, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour certains, avec des partenariats solides d'entreprises qui ont une vraie politique RSE, ou des bailleurs de fonds. Deuxième hypothèse, année par année, selon les cycles de vos programmes, vous pouvez lever des fonds. Dernière hypothèse, vous levez des fonds lors d'événements clés de la structure. Étudions ensemble les 3 cas possibles. JA Gabon a testé les 3 solutions. Nous avons levé des fonds lors d'événements clés. Nous avons également levé des fonds année par année selon les cycles de nos programmes. Et nous avons levé des fonds sur 2-3 ans, parfois 4 ans, avec des partenariats d'entreprises qui ont une vraie politique RSE. Évidemment, vous vous doutez bien que la première solution que je propose est la meilleure. C'est un cas idéal pour une SAEI parce que ça permet de pérenniser ses actions, d'avoir une visibilité et d'assurer son développement. Dans ce cas, il est absolument nécessaire de définir son besoin en financement sur les 3 ans, d'avoir une stratégie de levée de fonds en adéquation
avec les besoins de la structure, mais aussi du partenaire, parce que les objectifs de chacune des parties prenantes doivent être pris en compte pour pouvoir avoir un résultat optimal. Cette solution-là a pu être, en tout cas dans notre cas à nous, JA Gabon, expérimentée essentiellement avec des fondations d'entreprises qui ont une vision, donc par exemple Bechtel ou Citibank, qui ont une vision sur le long terme. La deuxième solution qui est la plus, comment dirais-je, la plus répandue, c'est de lever des fonds année par année. Cette situation est un peu plus précaire, mais si vous réussissez à lever les fonds en amont, vous pouvez couvrir vos besoins de l'année. Mais ça demande un pilotage financier extrêmement rigoureux, avec un plan de trésorerie, un budget de suivi, une comptabilité analytique pour être sûr que vous bouclez votre année et vos programmes avec les fonds que vous avez levés. Il est donc important de définir ses besoins en amont par programme et par événement et de ne rien oublier. Le troisième type de moment de levée de fonds, ça peut être lors d'événements. C'est le moins pérenne, car il ne répond qu'à un besoin en financement ponctuel. Par contre, il est extrêmement important, dans ce cas, d'intégrer les frais inhérents à l'événement, mais surtout aux personnes ressources qui travaillent sur l'événement, au prorata bien sûr, dans leur temps passé par rapport au reste. Mais fondamentalement, pour moi, une SAEI ne peut pas asseoir son modèle économique uniquement sur la création d'événements. C'est extrêmement dangereux pour la structure et c'est dangereux aussi pour la relation avec les partenaires parce que ça donne l'impression uniquement de non-durabilité et pérennisation des actions. Les 3 points clés à retenir. Le premier est que chacun doit définir son rythme de levée de fonds, sachant qu'en général, il est nécessaire de s'y préparer 6 à 12 mois plus tôt. Deuxième point clé, 3 possibilités de lever des fonds, annuellement, pluriannuellement ou par événement. Dernier point, la solution la plus pérenne est de travailler avec les partenaires sur des programmes pluriannuels. Nous arrivons au volet le plus important de la formation qui est celui d'écrire sa stratégie de levée de fonds. Nous allons commencer d'abord par définir les partenaires et les donateurs potentiels. Qui sont-ils ? Une SAEI peut avoir recours à plusieurs profils de partenaires en même temps, l'un n'excluant pas l'autre. Mais je les ai ici tous définis pour que vous puissiez voir ce qui vous correspond le plus ou ce qui correspond le plus à votre environnement économique. Vous avez d'abord les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, l'OIF, l'Union européenne, la BAD, l'AFD et d'autres partenaires techniques et financiers. Vous pouvez avoir recours aussi à des subventions de l'État ou des mairies. Vous pouvez avoir recours bien sûr à des entreprises, ce que j'appelle moi les entreprises citoyennes, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ont une politique de responsabilité sociétale dans le pays et qui est tournée vers votre secteur, c'est-à-dire l'entrepreneuriat ou la jeunesse, l'emploi, l'auto-emploi, la réduction de la pauvreté, l'autonomisation des jeunes et des femmes. Et pour cela, vous pouvez vous rendre sur leur site web pour vérifier dans leur rapport annuel ou sur leur site quel est l'axe majeur de leur politique de responsabilité sociétale. Ensuite, vous avez les grands donateurs. Ce qu'on appelle les grands donateurs, ce sont des personnalités du pays qui ont fait fortune et qui souhaitent redistribuer une partie de leur richesse aux concitoyens ou à leur propre pays. Vous avez également les fondations. Vous avez des fondations d'entreprises, comme la fondation Bechtel et la fondation Citi, mais vous pouvez avoir aussi des fondations de personnalités qui ont réussi, comme Tony Elumelu. Et enfin, dernier volet que nous n'avons pas testé nous-mêmes auprès de JA Gabon, c'est la collecte auprès du grand public via des dons individuels. C'est quelque chose qui marche bien en Europe, qui marche bien aux États-Unis, qui est dans la philosophie. Les gens sont habitués à faire des dons et beaucoup via Internet. C'est pas encore
pour nous en tout cas le cas au Gabon. Donc à voir si dans votre pays vous pouvez le faire et ça se fait souvent sur votre site internet. Nous allons passer maintenant à l'étape d'écriture de son nouveau modèle économique ou son business model. Si vous avez une structure d'accompagnement qui existe déjà, vous avez donc votre propre business model. L'idée, c'est de le faire évoluer, soit dans la continuité, soit différemment, en fonction à la fois de votre expérience du terrain, mais aussi de vos aspirations en termes de type de revenus ou de partenariat à développer pour l'avenir. C'est à vous de décider. Si votre structure d'accompagnement n'existe pas encore, à ce moment-là, c'est le moment de réfléchir à votre business model, si ce n'est pas déjà fait, sur les 3 années à venir. Ici, vous allez voir un graphe donc sur 3 années différentes, l'année 1, l'année 2 et l'année 3. Et en couleur, les colonnes représentent le profil des partenaires financiers et à quelle hauteur est-ce qu'on espérerait qu'ils interviennent par rapport à notre besoin en financement. Donc je vais prendre un exemple, là qui est totalement fictif, mais si vous regardez, j'ai mis en année 1 par exemple les bailleurs de fonds à hauteur de 40%. J'estime ou j'espère pouvoir atteindre cet objectif et le même objectif sur l'année 2 et l'année 3. Par contre, si vous regardez bien, la stratégie est différente par rapport aux entreprises. Les entreprises sont à 20% la première année, ça augmente à 30% pour atteindre 40% à la fin. Et c'est par rapport à ces objectifs-là que l'on doit atteindre qu'on va écrire la stratégie. Et si vous regardez le dernier volet, les fondations représentent en année 1 40%, mais baissent en année 2 à 30%, et ce qui permet de la 3e année de remplacer le manque à gagner par des grands donateurs. Voilà, c'est un exemple qui n'est pas réel, mais c'est juste pour vous expliquer comment est-ce qu'on écrit son business model. Donc, une fois qu'on a défini le type, le profil de partenaires financiers avec lesquels nous souhaitons développer notre structure, on écrit sur un format donc de graphe le modèle économique de la structure durant les 3 ans. Et maintenant, nous allons nous atteler à définir l'échelle des dons et la contrepartie que vous allez offrir à vos donateurs ou vos partenaires financiers. Pour définir votre échelle de dons, il est important de travailler sur 3 angles. D'abord, l'échelle de dons s'écrit par rapport au montant à collecter. Il faut définir une échelle en adéquation avec les besoins de la SAEI. Si vous avez besoin d'1 milliard, cette échelle de dons que j'ai indiquée ici peut correspondre et répondre à vos besoins. Il faudra par exemple définir le nombre de donateurs qui donneront 30 millions, de donateurs qui donneront entre 11 et 20. Il faut que cela paraisse réaliste. Si vous avez besoin de peu de fonds, admettons que vous ayez besoin de 100 millions, peut-être qu'un donateur à 30 millions vous paraîtra irréaliste. Donc la première des choses, c'est définir une échelle en adéquation avec les besoins en financement de la structure. Le deuxième point, c'est de regarder le pouvoir d'achat local. Ou, si vous avez un passif, les dons qu'a déjà reçu la structure via des entreprises ou d'autres donateurs. Et il faut définir, donc en fonction de ça, une échelle de dons raisonnable. Le troisième angle important à déterminer avant d'écrire cette échelle de dons, c'est de mesurer vos capacités à mettre en œuvre vos programmes et de définir les indicateurs de performance. Il est extrêmement important de ne pas être trop ambitieux sur la levée de fonds parce que vous pouvez très bien ne pas avoir la capacité
à la fois de les lever, mais aussi de les dépenser. Donc il est important de mesurer ses capacités aussi à mettre en œuvre les programmes. L'échelle de don doit avoir sa contrepartie. Chaque offre faite aux partenaires financiers doit correspondre à une contrepartie, à la fois en termes d'objectifs à atteindre en nombre de bénéficiaires, ça c'est la définition de vos indicateurs, mais aussi en termes de communication. Donc ici, j'ai pris comme exemple notre offre GIA Gabon. Nous, chez GIA Gabon, on a donc travaillé sur une stratégie sur 2 volets, une offre bien claire dédiée aux entreprises, qui sont nos principaux donateurs, et une offre destinée aux grands donateurs. Mais par exemple, sur l'offre destinée aux entreprises, on a prévu que en fonction du montant donné par l'entreprise, qu'il y ait des remerciements particuliers faits donc aux entreprises. Donc au-delà d'un certain montant, c'est moi, directrice exécutive, qui signerai la lettre individuelle. Sinon, au-delà, ça peut être la présidente de GIA Gabon et ensuite la présidente de GIA Africa et pourquoi pas le président de GIA Worldwide. On a prévu également de remettre un trophée de la RSE ou un certificat aux meilleures entreprises, d'organiser un dîner en petit comité VIP pour les remercier, un discours lors de la cérémonie de lancement des programmes et bien évidemment une notation spécifique pour eux dans nos rapports annuels ou tout autre support de visibilité. Pour les grands donateurs, c'est les mêmes contreparties, mais on a ajouté 2 points clés, la création d'un cercle privé de grands donateurs et un voyage au séminaire annuel aux États-Unis chez GIA Worldwide. Donc il est important qu'à chaque tranche de dons, vous mettiez en face le type de contrepartie et bien sûr, ceux qui donnent le plus ont le plus de contrepartie. L'autre volet qui est important, c'est l'organisation interne. Dans un monde idéal, vous auriez besoin de quels moyens pour mettre en œuvre vos programmes en termes de ressources humaines? Je vous donne quelques pistes et ensuite vous vérifierez bien que dans votre objectif de collecte et dans votre budget prévisionnel que vous avez écrit au début, vous avez bien pris en compte l'ensemble des salariés. Donc, est-ce que vous avez besoin, par exemple, d'une personne clé au partenariat ou à la levée de fonds? Ou est-ce que c'est vous-même qui allez le faire? Ou vous avez déjà une personne ressource qui peut être affectée à cette fonction-là? Est-ce que vous avez besoin de nouvelles personnes pour les programmes parce que vous voyez plus grand et vous êtes plus ambitieux? Est-ce que vous devez avoir une personne ressource aux finances ou une personne supplémentaire ou un auditeur supplémentaire? Un juriste? Des nouveaux formateurs, une personne en charge de l'évaluation des programmes, une personne qui est dédiée à la communication, au community management parce que vous n'en aviez pas. Voilà, je vous donne quelques pistes et à vous de voir en fonction de l'existant et de vos ambitions, comment est-ce que vous voulez organiser votre structure demain et dans les 3 années à venir. Voilà, à ce stade-là, nous avons vu ensemble les différents profils de partenaires et maintenant vous devez les recenser un par un. Nous avons vu ensemble le nouveau modèle économique et comment vous voyez sur les 3 années à venir. Nous avons vu ensemble l'échelle de dons et la contrepartie que vous pouvez donner donc à vos partenaires financiers. Nous avons vu ensemble que pour mettre en œuvre cette stratégie et donc pendant les 3 années à venir, vous devez réorganiser ou vous réorganiser en interne. Maintenant, nous allons travailler sur le plan de collecte. Il existe 2 phases dans la levée de fonds. Une phase silencieuse et une phase active. La phase silencieuse, c'est la phase préparatoire au lancement de la campagne de levée de fonds. Elle est stratégique, elle est essentielle. Elle consiste en la préparation des outils de communication, au recrutement des personnes ressources, au tissage des relations avec les partenaires,
à la recherche, par exemple, d'ambassadeurs pour la levée de fonds si vous souhaitez le faire via des personnes clés, à la recherche documentaire et numérique. Je donnais comme exemple tout à l'heure les fondations. Donc, il faut bien travailler sur la stratégie des fondations ou la stratégie des entreprises. Donc, il y a une grosse étape de recherche documentaire et numérique. Vous devez travailler aussi en amont sur la préparation des contrats types. Ça, c'est toute la phase qu'on appelle silencieuse, mais qui est une phase absolument importante et cruciale pour la suite. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase active, c'est la phase de mise en œuvre de votre stratégie de levée de fonds. Elle est évidemment le résultat de tout le travail de réflexion que vous avez fait en amont et de toute la phase silencieuse où vous avez commencé à discuter et valider votre modèle économique pour vérifier que vous êtes bien en phase. Maintenant, vous rentrez dans la phase active. Vous prenez les rendez-vous, vous négociez, vous concrétisez, vous organisez vos événements ou vous lancez vos programmes. Vos deux phases, qu'elles soient silencieuses ou actives, demandent à être couvertes également en termes de coûts et de frais. Vous avez déjà élaboré votre budget, mais il est important maintenant de calculer le coût de la collecte en amont avant le lancement, afin de vous assurer que vous aurez les moyens de lancer votre stratégie de levée de fonds. Elle ne doit pas excéder 10% de votre budget global. Il y a 4 grandes parties à étudier et à estimer. D'abord, la création des supports de communication que vous allez utiliser pour la levée de fonds. Peut-être un nouveau site web ou une révision de votre site web. Vous devez probablement faire des brochures ou des flyers. Nous, on a fait également des cartes postales qu'on a laissées aux donateurs. Vous pouvez faire des affiches, des roll-up. Voilà, c'est tout ce qui est support de communication sur la levée de fonds. Et là, ça concerne véritablement la levée de fonds et pas votre activité habituelle de programme. Ensuite, vous avez l'impression de ces supports. Vous pouvez avoir des voyages, des déplacements nationaux, des déplacements internationaux, des dîners à organiser. Et vous pouvez également organiser des événements qui vous permettent de vous faire connaître. Ça peut être des dîners, des after-work, des innovatons, des hackathons, des choses qui vous permettent de vous faire connaître auprès de votre cible de partenaires. 3 points clés à retenir. Le premier, c'est qu'il est important de cartographier ses partenaires potentiels, qu'ils soient techniques et financiers. Le deuxième point, c'est d'écrire son business model en définissant son échelle de dons et les contreparties à offrir aux partenaires. Et c'est une étape absolument essentielle. Et enfin, de déterminer ses besoins en ressources humaines et de phaser son plan de collecte. C'est une étape également majeure avant le lancement de la phase silencieuse. Nous atteignons maintenant l'avant-dernière partie de notre formation, à savoir celle de la création des outils utiles à la levée de fonds. Chaque donateur, chaque profil de donateur doit avoir son propre support de communication, ses propres éléments de langage, son propre discours. Donc il est important de prendre le temps d'écrire, de concevoir les textes de ces supports sur la base des éléments du discours que vous aurez préparé. Ensuite viendra la phase de mise en forme, qui peut être différente d'un profil à l'autre, et ça vous donnera donc vos outils de communication et ils seront définitivement performants. La première étape est donc de préparer des éléments de langage. Nous appelons ça dans la levée de fonds la plateforme de discours. Il est important pour chacun des profils que vous avez choisis ou définis en amont de développer un discours. En marketing, on appellerait ça un argumentaire. Effectivement, on ne parle pas à une entreprise qui agit dans le cadre de sa politique RSE comme à un grand donateur ou à un bailleur de fonds. Il faut garder à l'esprit que les objectifs sont les mêmes, que les indicateurs seront les mêmes et que vos activités seront les mêmes. Mais seuls les éléments de langage pourraient être différents. Vous ne touchez pas de la même manière un grand donateur qu'une entreprise.
Donc dans le discours, vous devez mettre en avant ce dont doit bénéficier le partenaire en question. La contrepartie en termes d'image, ou de retour sur investissement, ou de résultats concrets à atteindre, c'est à vous de définir ces différents éléments. Je vais joindre également, vous trouverez dans la boîte à outils, un modèle de discours. Une fois que vous avez écrit vos éléments de langage, vous avez préparé vos textes, il faut maintenant définir les différents formats sous lesquels vous allez produire ces contenus. Donc j'ai mis ici un exemple de campagne de mécénat de compétences que l'on a lancé chez JA Gabon l'année dernière. On a, comme je le dis, donc travaillé sur les éléments de langage, défini les différents formats, écrit les textes et ensuite on a mis en page. La campagne s'appelle « Un patron pour un jeune entrepreneur ». Donc l'idée, c'était de convaincre des grandes entreprises de mettre à disposition des mentors ou des experts bénévoles qui sont salariés des entreprises et qui sont mis à disposition donc bénévolement et gratuitement auprès de l'incubateur. Pour cela, la campagne, elle était multiformat. On a rédigé un appel à candidature, mais les éléments de langage étaient les mêmes. On a préparé une présentation PowerPoint, une plaquette A4 fermée couleur, des cartes postales et des affiches. Et chacune des entreprises qui adhérait à cette campagne recevait donc un lot de pins et un lot d'affiches portant la mention « Nous nous engageons pour la jeunesse gabonaise qui entreprend, entreprise citoyenne ». Et ils avaient donc l'autorisation de l'accrocher au sein de l'entreprise pour que à la fois les salariés soient informés, mais aussi leurs partenaires, leurs clients soient informés que cette entreprise fait un don en nature, en l'occurrence, de salariés, de mise à disposition de salariés. Les 3 points clés à retenir. Le premier, c'est qu'il est important de préparer son discours en fonction du profil de chaque partenaire, car les attentes des partenaires ne sont pas les mêmes. Le deuxième point clé, c'est d'élaborer des outils professionnels et cohérents qui convaincront davantage vos partenaires. Et le troisième point, vous pouvez prévoir les supports différents pour une même campagne. Nous atteignons désormais la dernière partie de cette formation qui est d'évaluer ses résultats. Comment définir ces indicateurs de performance? La première chose à comprendre, c'est que dans la contrepartie que vous allez offrir à vos partenaires, il est important, je l'ai dit déjà plusieurs fois dans la formation, il est important de bien clarifier les objectifs à atteindre et l'impact que vous devez atteindre. Si un donateur ou un partenaire financier donne de l'argent, c'est qu'il attend un retour. Un retour en termes d'impact, un retour en termes de communication. Donc il est important de définir les indicateurs de performance et de les mesurer à la fin de votre programme et de votre financement. Qu'est-ce qu'un indicateur? Un indicateur est une information ou un ensemble d'informations contribuant à l'appréciation d'une situation par le décideur. Vous avez 2 types d'indicateurs. Les indicateurs de résultats, c'est un chiffrage à court terme des objectifs à atteindre. Et vous avez les indicateurs d'impact, où là, c'est une analyse à plus long terme de l'impact de la structure sur les bénéficiaires ou partenaires. Voici quelques exemples d'indicateurs de résultats et d'impact. Pour une structure d'accompagnement, vous pouvez mesurer le nombre d'entreprises créées à la fin du programme, le nombre d'emplois créés, le taux de réalisation des projets, le nombre de projets ayant eu un accès au fonds d'amorçage ou à tout autre type de financement, le taux de femmes accompagnées, le taux d'évolution des connaissances des bénéficiaires, le taux de présence des bénéficiaires, le taux de satisfaction des bénéficiaires. Comme vous le voyez, ce sont des indicateurs de résultats mesurables et à court terme. En indicateur d'impact,
la différence, ce sera un indicateur sur le plus long terme. Donc, par exemple, le taux de survie des entreprises accompagnées par la SAEI sur 3 ans, au bout de 3 ans ou au bout de 5 ans. Nous allons voir maintenant comment évaluer vos performances et comment transmettre vos résultats auprès des partenaires techniques ou partenaires financiers. 2 types d'évaluations sont possibles en fonction de vos budgets. Soit vous faites une évaluation en interne, avec un personnel en interne, avec un suivi régulier toute l'année de vos indicateurs. C'est ce qui coûte le moins cher. Soit la seconde formule, c'est une évaluation qui est faite par une agence ou un cabinet extérieur qui est rémunéré pour cette prestation, mais l'avantage c'est qu'elle est indépendante. Vous n'êtes pas juge et partie, c'est-à-dire vous mettez en œuvre vos programmes et vous vous évaluez. Mais il faut bien savoir que cette prestation est rémunérée, donc coûte cher. Dans tous les cas de figure, l'évaluation a un coût. Donc il est important de ne pas oublier de l'intégrer dans le budget initial ou dans votre objectif de collecte. Ensuite, dans tous les cas de figure, vous devez intégrer dans le contrat avec votre partenaire financier la périodicité des rapports d'évaluation ou des évaluations. L'évaluation, elle peut être trimestrielle et annuelle, donc tous les 3 mois avec un rapport final au bout d'un an. Elle peut être semi-annuelle, donc au bout de 6 mois, et annuelle, ou certains partenaires financiers ne demandent qu'un rapport annuel. Par contre, ce qui est très important, c'est que les informations doivent être réelles, donc sincères, vérifiables et documentées. Un partenaire financier a le droit de vous demander l'ensemble des justificatifs, à la fois des dépenses faites avec l'argent qui a été donné, mais aussi peut vous demander les justificatifs quant aux résultats. Donc, la preuve par la documentation. Globalement, j'ai essayé de résumer ici les points clés d'un rapport d'évaluation à un donateur. Il faut redéfinir le contexte, il faut expliciter les actions menées avec les fonds qui ont été donnés, les chiffres atteints par rapport aux indicateurs de départ que vous avez définis en accord avec le donateur. Vous devez ajouter une analyse qualitative du travail que vous avez mené. Vous avez des indicateurs chiffrés, mais peut-être que vous avez eu aussi des résultats qualitatifs sur le changement de comportement, par exemple des incubés, ou l'évolution de leur connaissance. Voilà, ça c'est un travail plus qualitatif. Vous devez définir aussi les challenges rencontrés, mais quand on parle de challenge, il faut absolument définir aussi les moyens de contourner ces challenges, donc les pistes de solutions. Vous pouvez ajouter des photos, des témoignages et bien sûr terminer par des remerciements aux donateurs. 3 points clés à retenir. Bien définir les indicateurs de performance en amont. C'est essentiel pour la réussite du programme et son évaluation. Il est important de mesurer ses performances à court et moyen terme. Et enfin, l'évaluation peut se faire en interne ou en externe, mais doit impérativement être transparente et documentée. C'est ainsi que s'achève la formation sur la levée de fonds d'une SAEI. J'espère avoir contribué à faire évoluer vos connaissances dans le domaine et à vous avoir aidé. Je vous souhaite pleine réussite pour l'avenir et vous pouvez vous connecter sur la plateforme en ligne pour poursuivre les échanges. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.